Donc, sans trop tarder, comme vous voyez, c'est un parcours exceptionnel, un homme d'exception, un universitaire, un chercheur émérite. Nous sommes très privilégiés d'avoir des personnalités de ce rang au sein de la communauté et je peux dire très sincèrement avec beaucoup d'émotion que nous sommes fiers d'avoir ces personnalités au sein de notre communauté. Ça fait notre fierté et j'espère qu'on fera aussi de notre part la fierté de M. Ben Haddadi d'appartenir à notre communauté. Donc sans trop tarder, je lui laisse la parole pour aborder son thème scénario énergétique, plus précisément versus scénario climatique et je vous remercie. Je vais rapidement revenir sur mon cursus, mais pas mon cursus en tant que tel, mais par rapport à comment j'en suis arrivé à l'énergie et à l'environnement, à m'y intéresser. Je vais vous dessiner une carte énergétique mondiale, situer la part prépondérante qui représente l'électricité. Je parlerai également beaucoup de pollution, de développement durable. Je regarderai avec vous, mais très très brièvement, très sommairement, les 5 rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est à mes yeux fondamental que tout le monde sache c'est quoi le scénario 450 ppm, c'est les fameux 2 degrés Celsius qu'on ne devrait pas dépasser à la fin du présent siècle. Qu'est-ce que ça implique? Puis, à travers tout ça, je vais essayer de vous dessiner ce que va être le monde énergétique de demain, parce que je commence avec ça et je vais finir avec ça. Ben, le monde énergétique dans 10-15 années, il va subir des transformations plus importantes que les 70 dernières années. 1969, je sortais de l'adolescence et 69, c'est le premier contrat gazier entre El Paso, une société américaine, et Sonatrach, société algérienne. Et moi, les chiffres qui étaient dans les journaux, ça me faisait rêver. Ce qui me faisait rêver, c'est peut-être pas les chiffres en tant que tels, mais les unités. Parce que le gigajoule, ton équivalent de pétrole, kilowattheure, mètre cube de gaz, je ne savais pas encore qu'on pouvait passer d'une forme d'énergie à une autre, et puis que oui, il y a un équivalent énergétique pour toutes ces unités-là. Un de mes rêves de mon enfance, que j'ai abandonné depuis très longtemps, était d'inventer une unité. Je n'ai pas inventé d'unité, mais je vais peut-être à l'arrivée vous dire, il reste peut-être une unité à inventer, parce que aujourd'hui c'est le roi pétrole encore. Mais ceux qui s'intéressent à l'énergie depuis très longtemps savent que le pétrole est devenu roi qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était quoi le roi avant? C'était les tonnes équivalent charbon. Alors souvent quand je discute avec mes collègues qui s'intéressent moins que moi à l'électricité, que je leur parle de tonnes équivalent charbon, il y en a beaucoup qui ont les cheveux en l'air. C'est quoi ça? D'où ça sort? C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existait avant 1940. C'était l'unité de référence. Et le règne du pétrole probablement va prendre fin un de ces jours. Donc il va falloir peut-être penser dès maintenant c'est quoi l'unité de référence qui va être là demain. Au début des années 70, j'ai fait mes études dans le domaine du génie électrique, donc forcément des cours comme production, transport, distribution d'électricité, c'était mes cours phares que je raffolais de ce genre de cours. Mon intérêt pour l'environnement, il est plus récent. Il est plus récent dans le sens où c'était juste à mon arrivée au Québec, donc en 1997, j'ai eu le privilège d'être recruté quasi instantanément à mon arrivée, je connaissais déjà, et j'ai hérité d'un cours. Ce cours, il s'appelle Électricité, Sécurité, Environnement, et c'était un cours qui venait de démarrer. Il a été donné une seule session. Donc, et le prof qui a ouvert ce cours, il m'a carrément donné coup des franches, tu en fais l'usage que tu veux. Je ne demandais pas mieux que ça, j'en ai fait l'usage que je veux parce que je l'ai remodelé tel que moi je le voyais, parce que les questions environnementales, je commençais probablement à m'y intéresser bien avant. Donc ce que j'ai fait, j'ai inséré beaucoup d'énergie dans ce cours. J'étais pas expert, je suis pas encore, je ne serai probablement pas dans le domaine de l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a invité des conférenciers qui nous parlaient par exemple de l'impact des grands projets, des gens d'Hydro-Québec, ou d'ailleurs qui venaient parler des questions reliées à l'environnement. Et ce cours-là, c'est impératif que je vous en parle, parce que s'il n'y avait pas eu ce cours-là, probablement que vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que c'était mon fil conducteur.
Ce cours m'a permis de découvrir qu'au-delà de former des ingénieurs, on doit également, et je l'ai constaté de visu, en y touchant, on forme des citoyens conscients, des citoyens qui comprennent c'est quoi les enjeux actuels et les enjeux à venir. D'ailleurs, quand j'ai quitté Polytechnique en décembre 2013, je ne l'ai pas quitté, ça fait très longtemps que je pensais la quitter, avant d'avoir trouvé la personne qui voulait hériter de ce cours. Et j'en suis très content parce que, à une échelle beaucoup plus globale, vous comprenez, ce cours, pour moi, ça a été le catalyseur et c'était quelque part mon bébé. Parce que le bébé, ce n'est pas celui que vous mettez au monde, c'est celui que vous éduquez. Donc, même si ce cours a été mis à jour par quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'a fait grandir ce cours. Et c'est sûr qu'il m'a donné une autre dimension. C'est grâce à ce cours que j'ai écrit un livre. En fait, il y en a deux, mais la deuxième partie n'est pas encore sortie. On prend souvent comme référence, pour les donner, le premier choc pétrolier mondial, 1973. Si vous regardez à l'échelle de la planète, on consommait, donc en fait on utilisait 6,1 gigatep. 41 années plus tard, 13,7 gigatep, donc quasiment un petit peu plus que doublé. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, regardez comment on était. On était essentiellement thermique. Pétrole, gaz, charbon, à 85%. Et comme vous pouvez le voir à droite, on n'est pas tellement sorti de l'auberge parce qu'on est encore au-dessus de 80% d'origine thermique. C'est sûr que le pétrole a cédé une part du marché pour le charbon et pour l'électricité, mais c'est encore le roi pétrole qui est là. Les grands pays consommateurs d'énergie, inévitablement, c'est les grandes puissances économiques. Si vous regardez, donc, depuis maintenant 5-6 années, c'est la Chine qui est le premier consommateur mondial d'énergie, toutes sources confondues, hein, donc c'est converti en TEF. Viennent ensuite les États-Unis. Regardez, les grands pays développés consomment plus d'énergie, c'est inévitable, et les pays émergents, parce que quand moi j'ai commencé à construire ce genre de graphique, il n'y avait que la Chine qui était quelque part ici. Il n'y avait pas d'Inde, il n'y avait pas de Corée, il n'y avait pas de Brésil. Donc, et ça, c'est pour les gens qui veulent comprendre les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux auxquels ils sont reliés, c'est une donnée intéressante à avoir parce que ça vous permet peut-être d'avoir une vision qui va prendre de la distance par rapport aux enjeux qui sont les négociations internationales. Parce qu'on peut le dire en une phrase, aujourd'hui, ce n'est pas pour demander aux pays émergents de faire des efforts, c'est que ce serait vain de faire n'importe quel effort si les pays émergents n'y participent pas, parce que chaque semaine, vous avez une nouvelle centrale thermique au charbon qui voit le jour, soit en Chine, soit en Inde. Donc c'est sûr que ça a un impact majeur. Très très rapidement, une ou deux phrases par source d'énergie. Ça, c'est des changements de ces dernières années que je voulais vous illustrer. Beaucoup de ces graphiques-là, probablement tout à l'heure lors du débat, on pourrait s'échanger là-dessus, mais moi, les moments forts que je voulais illustrer, si vous prenez par exemple, qu'est-ce qui est arrivé ces dernières années? Le développement du pétrole de schiste, vous le voyez ici dans la réalité. Les États-Unis sont passés de 8 à quasiment 12,5 millions de barils par jour. Ils ont augmenté de façon substantielle leur production de pétrole. Ils sont premier producteur mondial. Et cette bulle-là, elle est là pour rester, pas très longtemps, mais elle est là pour rester un certain nombre d'années, peut-être même une décennie, voire un petit peu plus. Donc c'est sûr que c'est un paramètre qui va avoir un impact sur les prix du pétrole, par exemple. Les États-Unis ne sont toujours pas autosuffisants parce qu'ils consomment autour de 18. Donc les 6 qui manquent, 2 proviennent du Canada et les 4 autres un peu partout ailleurs dans le monde. Le prix du pétrole, très très rapidement, parce que le prix de l'essence, plus ou moins, il était corrélé. Si ça vous intéresse, on pourrait s'en parler pourquoi il l'est moins aujourd'hui. Aujourd'hui, quasiment, c'est la moitié du prix. On est à 50 $ figé depuis, on va dire, minimalement une année, alors qu'il a atteint des sommets, une moyenne de 100 $, hein, si vous regardez les 5 dernières années. C'est intéressant de regarder, parce que ça va avoir un impact sur le prix, ça va avoir un impact sur l'environnement aussi. Regardez comment était la Chine, regardez où est la Chine aujourd'hui. Si on revient les années 80, la Chine, c'est quoi? C'est 7-8 fois moins que ça consomme que les États-Unis. C'est pas par habitant. Par habitant,
c'est une autre question, on va la regarder aussi. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est la Chine et les pays asiatiques, les pays émergents qui vont imprégner le prix du futur du baril, parce que la demande, elle ne peut augmenter qu'au niveau de ces régions géographiques-là, alors que ailleurs, partout dans le monde, on voit une stagnation, voire une petite baisse. Quelques phrases sur le charbon. Le charbon, j'ai ajouté l'Inde ici parce que c'est quand même un pays émergent et surtout par rapport au charbon. Regardez ce qui se passe. Si on revient aux années 80, les États-Unis consommaient plus de charbon que la Chine. Regardez aujourd'hui, la Chine elle est là, les États-Unis sont toujours là. Si on vient ici, l'Inde elle apparaissait à peine. Depuis l'année passée, l'Inde consomme plus de charbon que les États-Unis. Donc pour l'Inde et pour la Chine, le charbon représente entre le 2 tiers et 75% de toutes leurs sources d'énergie, toutes sources confondues. C'est la première source, mais il y a un plateau qui est atteint par la Chine, je ne sais pas si j'ai un graphique qui va venir après, pas pour l'Inde. Donc la demande du charbon va croître, c'est incontestable en particulier pour l'Inde. Je disais donc les États-Unis sont depuis maintenant 6-7 années le premier producteur mondial de gaz naturel, mais pour le gaz aussi, ils ne sont pas autosuffisants. Ils font la pointe essentiellement à partir du gaz canadien. Je ne sais pas si l'énergie au Canada vous intéresse, ce n'était pas dans mon agenda, mais c'est une question qui m'a beaucoup intéressé par le passé parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui surexploite le gaz comme le Canada. C'est essentiellement exporté vers les États-Unis parce qu'ils ne sont pas autosuffisants. La Chine commence quand même à produire des quantités de plus en plus intéressantes, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas autosuffisants. Et on ne parle pas beaucoup du gaz, et pourtant on devrait, parce que vous avez probablement lu quelque part, souvent, que toute part du marché gagné par le gaz est une contribution positive à l'environnement. Parce que le gaz, ça pollue entre 2 à 2,5 fois moins que le charbon. Donc si vous regardez par exemple au niveau des États-Unis qui substituent leurs centrales thermiques au charbon par des centrales thermiques au gaz, c'est sans doute une contribution positive, on devrait le dire. Il y a une chute drastique des prix. Ça aussi c'est pour vous dire que les entreprises qui exploitent les gaz de schiste ne gagnent pas de l'argent.